Bon, chers amis, bonsoir. Je voulais juste vous souhaiter la bienvenue au nom de la Maison de l'Amérique latine et de l'Institut du Tout Monde à Christiane Taubira, et surtout lui dire combien sa présence parmi nous ce soir ici nous honore. Comme elle aime d'ailleurs beaucoup les livres, il y a un livre qui vient de sortir des presses, elle est la première qui va l'avoir, c'est un livre d'une grande poète latino-américaine, traduit par François Maspero et Sylvia Baron-Supervielle. Donc, en guise de bienvenue, voilà un livre. J.B. Pontalis, qui fréquentait beaucoup cette maison, avait une formule magnifique et il disait « Sans les livres, nous ne serions réduits à n'être que ce que nous sommes ». Eh bien, avec les livres de Christiane Taubira, nous sommes plus intelligents. Avec les livres de Christiane Taubira, nous sommes plus fraternels. Avec les livres de Christiane Taubira, nous sommes plus politiques. Mais j'entends déjà la voix d'Édouard Glissant me dire « Arrête ton blabla, passe la parole à Sylvie Glissant qui a des choses à dire importantes à Christiane Taubira. » Et puis, nous tendrons l'oreille pour écouter ce qui nous importe ce soir, c'est-à-dire les murmures à la jeunesse que Christiane Taubira a écrit, et je la remercie infiniment de sa présence. Voilà. Donc, alors, évidemment, je n'ai pas du tout l'aisance de François Vitrani, que je remercie de nous accueillir une nouvelle fois ici à la Maison de l'Amérique latine, qui est véritablement devenue pour nous un peu la maison du tout monde, hein, la maison de l'Institut du tout monde. Vous savez, vous êtes tous là toujours pour voilà, tous nos événements et pour tous ceux que nous accueillons. Hein. Alors, comme je n'ai pas cette aisance, j'ai quand même écrit quelque chose que je vais essayer de vous lire en essayant de ne pas être trop ennuyeuse, et je pense que c'est assez court. Chère Christiane, c'est avec un infini plaisir que nous vous accueillons une nouvelle fois à l'Institut du Tout Monde, à l'occasion de la publication de votre dernier livre, Murmures à la jeunesse, qui connaît le succès que l'on sait, et des différentes commémorations nationales en ces dates anniversaires des 8, 9 et 10 mai, dont certaines résultent de vos luttes et de vos engagements politiques. Évidemment, nous pensons surtout au 10 mai. Je tiens ici, et j'en suis particulièrement heureuse et fière, à vous rendre un double hommage. D'abord, pour saluer votre action inlassable et exemplaire. Vous, qui êtes devenu dans notre pays une figure emblématique des plus importants combats pour la liberté et l'égalité des droits des hommes et des femmes de ces 25 dernières années. Vous, qui depuis longtemps êtes entré en résistance contre les aliénations et les réclusions perpétuelles des consciences et des pensées. Vous, qui, dans Murmures à la jeunesse, vous faisiez cette profession de foi. Je vous cite, je ne suis sûre de rien, sauf de ne jamais trouver la paix si je m'avisais de bâillonner ma conscience. Ensuite, un second hommage, et vous comprendrez qu'il me tienne particulièrement à cœur, celui de l'amie, qui vous sera toujours reconnaissante d'avoir tant contribué à la sauvegarde de l'ensemble des archives de l'œuvre d'Édouard Glissant, évitant ainsi leur dispersion et leur division. Grâce à vous, elles feront bientôt leur entrée à la Bibliothèque nationale de France. Le discours que vous avez prononcé à la Chancellerie le 21 septembre 2015, à l'occasion des Journées du patrimoine, lorsque pour la première fois, le public a pu les consulter après leur classement en tant que trésor national, est à cet égard éclairant. Comment ne pas saluer le juste portrait d'Édouard que vous y dressiez ? Je vous cite. Édouard Glissant sait comme les hommes sont prompts à maltraiter l'homme, jusqu'où l'homme peut abîmer l'humanité, à quel point l'instinct de domination, la volonté de puissance, les capacités de destruction parviennent à invalider la fraternité. Votre présence bienveillante, Édouard l'appréciait, la chérissait.
Vous apparaissiez sans prévenir, souvent, lors de nos soirées poétiques ou des rencontres littéraires de l'Institut. Toujours disponible, attentive, partageuse. Parfait symbole de cette philosophie de la relation qui lui était si chère. Ce soir, c'est aussi la femme passionnée de poésie et de littérature que nous accueillons ici. L'auteur loué et reconnu qui a écrit dans ses murmures « Il y a urgence à enseigner comment accueillir la beauté ». Une belle ode, un beau programme pour la jeunesse qu'Édouard aurait pu exprimer. Cette beauté, je n'en doute pas, vous la regardez ensemble, lui et vous. Merci à toi, chère Christiane. Que grâce, encore une fois, te soit rendue. Ce tutoiement est des merveilles. Notre amie Sophie Bourrel qui va nous lire un extrait de Murmure à la jeunesse. Merci. Il a accusé le coup et a failli vaciller. Il a ouvert grand la bouche. Aucun son n'en est sorti. Alors il a brandi des crayons. Il a écrit des missives sur de maigrichons bouts de papier. C'étaient ses bouteilles à la mer, mais il les a déposées par terre. Il a gribouillé des pancartes avec des devises brèves, drôles, hardies. Il a marché sans mots, marché piétiné, car il était si nombreux qu'avancer était impossible. Et il se tenait chaud, ainsi, de toutes couleurs et de toutes formes, de visages si divers, de cheveux de toutes teintes, de toutes textures, et même de cheveux recouverts. Ainsi allait le peuple de France en ce dimanche 11 janvier. La jeunesse côtoyait ces vieux, sans les juger ringards, plutôt attendris de les voir si vigoureux et si émus, certains l'air perdus, mais résolus. Oui, ce jour-là, chacun aurait pu entonner cette tranquille bravade de Nina Simone. Car ce jour-là, Paris était une fois de plus comme le monde, big and bright, and round, and full of folks, like me, who are black, yellow, beige and brown. Mais personne n'a chanté, même pas ce présage de Barbara. J'attendrai que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire. Il n'y avait pas assez de mots, même dans cette langue confuse, pour dire la pulsion de vie contre cet équipé de la mort, la compassion pour nos insurgés du dessein et la joie qui la déborde, la tristesse ébahie et la force qui la chevauche, le vide de leur absence et la fraternité qui le plombe. Il ne savait pas dire son étonnement d'être si nombreux et si variés, si différents et si semblables. Alors il a squatté le langage des gestes. Il a dit 1000 merci et 52 ravissements avec ses yeux, ses mains, ses bras, avec son corps. Il a écrit des éclats de poèmes, cueilli ou acheté des fleurs, en a offert. Il a allumé des bougies. Il s'est précipité en librairie et a lu ou relu le traité sur la tolérance de Voltaire. Il y a sans doute retrouvé la formulation plus soignée de ses convictions, tant il en était imprégné. Il n'y a rien trouvé qui rende intelligible cette dévotion aveugle au groupe, qui aide à la déconstruire pour la défaire. Il croyait avoir vécu l'indicible, et pour ne pas sombrer, il a débattu, exploré la liberté d'opinion, d'expression, de conscience, la liberté de croyance, la liberté d'apostasie, de blasphème, d'impiété, la liberté de critiquer, de railler, de persifler, et même la liberté d'offenser. Il a fouillé la liberté sous tous ses replis, l'a examinée sous toutes ses coutures,
Parce qu'il est ainsi, c'est son caractère. Il aime débattre à perdre souffle. Puis survint ce vendredi 13 novembre, son fracas et ses ululements. Plus grande sidération était donc possible. Ils n'auront pas les survivants. Même étourdis et interloqués, ceux qui sont valides cèdent à leurs élans. Ils aident les blessés, assistent les agonisants, apportent douceur et tendresse dans ce capharnaüm de sang, de sons, de cris, d'odeurs et de doutes, de peur aussi. Sans panique, il est sorti, place de la République, pour se retrouver et être sûr d'être. Il a tracé des mots, cette fois encore, sur de maigrichons papiers livrés à la pluie, et les a déposés avec une affectueuse révérence sur les lieux du carnage. Et en cette place de catharsis, il a apporté des bougies, des fleurs, des objets, pour dire que la vie exulte. Et puisque c'est la joie de vivre qu'ils veulent détruire, il a convoqué sa joie, malgré le malheur, malgré la peur, malgré la douleur. Le cœur n'y était pas, mais les corps et les esprits relevaient le défi. Et puisque la jeunesse était visée, les jeunes sont revenus, en couple, en bande, en essaim, sur les terrasses des cafés, prêts à faire retentir leurs rires, même stridents d'angoisse, même mêlés de larmes. Je les entends sur les choses les plus sérieuses de la vie, comme faire souvent l'amour. Puis, il a de nouveau pris d'assaut les librairies pour célébrer la ville lumière avec Hemingway. Et les gens parient une fête, non en livre de chevet, mais en guide pour une résistance folâtre et radieuse. Il aurait pu aussi rejoindre les lueurs attendries. C'est la guerre. Rien n'est plus dur que la guerre l'hiver. Je suis très sale. Chez nous, on ne marche pas sur le trottoir ni dans la rue. Mais quelle joie de venir ici se prélasser. La ville est toujours ardente. Au cinéma, les gosses sifflent la dame aux camélias. Et nous demandons déjà à ceux qui traversent la ville pour aller ailleurs s'ils cherchent des diamants avec une charrue. Voilà, donc Mantia Diawara est là aujourd'hui. Donc il est notre ami aussi depuis longtemps. Il est professeur à l'université de New York, à NYU. Et donc nous avions pensé que pour entamer un peu ce dialogue, nous lui demandons de vous parler. Voilà. Donc, excusez-moi. Merci Sylvie. C'est un grand honneur pour moi, un grand plaisir aussi. Il y a 3 jours de cela, j'étais à Berlin avec Wole Soyinka pour parler de post-négritude. Et on parlait des glissants, des fanons de Wole Soyinka. Et alors une dame dans la salle a dit « Mais où sont les femmes de la post-négritude ?» Et j'étais tellement sauvé parce que je lisais ce livre en ce moment et j'avais lu ce livre pour New York quand nous avions invité Christian Taubira à l'université de New York. Et tout d'un coup, j'ai été sauvé et la salle a été sauvée parce que j'ai fait le résumé de ces 2 livres. Donc c'est un grand honneur pour moi, c'est vraiment d'être devant Christian Taubira et de parler de ce livre qui me semble vraiment venu à un moment, peut-être que venant des États-Unis, je vais être un peu trop... je suis assez enthousiastique parce que je vais faire des comparaisons. Le livre me rappelle beaucoup à J'accuse de Zola. Me rappelle beaucoup de J'accuse de Zola. Je suis littéraire, donc je parle dans ce sens-là. Parce que d'abord... Madame la ministre nous apprend à prendre au sérieux la notion de république. Quand on parle aujourd'hui devant les gens, on dit je crois à la République. Moi, je suis malien et américain. Je crois à la République. Les gens, ils rient
parce qu'ils ne peuvent pas vous prendre au sérieux. Comment vous pouvez croire à la liberté, égalité, fraternité? En lisant Christian Taubira, on commence à comprendre les enjeux. On commence à comprendre qu'est-ce que c'est que la nation, appartenir à la nation, ce que nous dit citizenship and belonging. Elle vous explique ça, comment appartenir à la nation. Et donc, on commence à comprendre et à prendre du plaisir à la politique. Parce que nous, on ne lit que les textes et tout d'un coup, Christian Taubira nous apprend à prendre la politique au sérieux. Et moi, je me pose la question, et c'est pourquoi ma comparaison avec Zaccuse, si elle était restée, parce qu'elle a dit des fois, on se bat beaucoup plus fort quand on est à l'intérieur, et d'autres fois, il faut sortir pour se battre. Je ne le dis pas bien parce que vous me comprenez, je suis anglophone avant d'être francophone. Donc je me traduis au fur et à mesure. Mais vous avez vu le Twitter, vous avez lu le Twitter que Christian Taubira avait envoyé. Si elle était restée au gouvernement, je me demande qu'est-ce qui allait se passer avec cette loi de déchéance de nationalité. Si elle n'avait pas écrit ce livre-là, qu'est-ce qui allait se passer avec la déchéance de nationalité? Si elle ne nous avait pas demandé d'abord le titre, de murmurer, mais aussi de trembler et de frémir avec les binationaux. Et c'est ça vraiment la force du livre pour moi. Comment trembler avec les autres, comment frémir avec les autres. Et tout ça, elle le dit en nous disant qu'il faut essayer de comprendre la situation. Et je vais poser une question sur cette notion de comprendre. Parce que comprendre pour elle, en anglais, nous on dit s'identifier avec, mais elle a utilisé le mot empathiser. Empathie. Je pense que c'est le mot qu'elle a utilisé. Et là, ce n'est pas parce qu'on va s'identifier avec le terroriste, mais il faut comprendre d'où sort ce terrorisme, sans s'arrêter à la sociologie. La sociologie est très importante, sans s'arrêter à l'anthropologie de l'immigré. Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'autre, sans blâmer que l'islam? Et moi, ça c'était à l'ouverture du livre. Et Christian Taubira nous demande d'essayer de comprendre. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette... nous aider à comprendre? Comprendre, c'est prendre avec, étymologiquement. C'est prendre avec. Je veux d'abord merci, Mantia, d'avoir accepté cette fonction ce soir, cette mission ce soir. Et je vais répondre à la question. Je veux d'abord vous dire le plaisir que j'ai à être là ce soir. Et je remercie très chaleureusement Sylvie déjà pour l'invitation, même s'il nous a fallu beaucoup d'efforts réciproques pour trouver une date. Parce qu'il se trouve que ma vie était censée devenir plus calme, en fait, elle est extrêmement remplie. Mais je suis heureuse que nous ayons pu trouver cette date. Merci à Sylvie pour tes mots. Notre amitié est vieille, elle est profonde. Elle se nourrit de mots, elle se nourrit de silence et de regards. Elle se nourrit d'une grande complicité, elle se nourrit d'une grande résonance, y compris à distance. Merci pour tous ces mots. Tu m'as présenté... bien plus belle et bien plus grande que je ne suis, mais cela m'oblige tout simplement. Cela m'oblige à me hisser. Donc merci pour cette présentation. Merci, Sophie, de mettre autant de sensibilité dans ces mots-là, qui sont dans ce livre-là, et en leur donnant de la sonorité, de les magnifier. Donc merci vraiment pour cette très belle lecture. Je pense profondément que de toute façon, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons capituler devant rien du tout. Et qu'il n'y a rien qui puisse nous demeurer inintelligible. Donc nous devons forcer. Nous devons prendre sur nous-mêmes, nous devons nous dépasser, nous devons nous obliger à surmonter nos frayeurs, nos peurs, notre incompréhension, notre terreur, surmonter tout ce qui fait que nous sommes des êtres sensibles, profondément sensibles, mais permettre toujours à l'esprit
de venir irriguer tout cela. Donc je ne conçois pas que, quelle que soit la situation, aussi incompréhensible qu'elle nous paraisse, que nous capitulions, c'est-à-dire que nous considérions qu'il n'y a rien à comprendre. Il y a à comprendre, pas forcément le geste, il y a à comprendre ce qui conduit à ce geste-là. Il y a à comprendre, pas forcément les personnes, et notamment les criminels, mais il y a à comprendre la source de cette haine. Qu'est-ce qui la nourrit ? Et pour moi, c'est cela le défi. Et c'est un défi terrible parce qu'en tant que garde des Sceaux, je dois répondre d'abord. Mais en tant que garde des Sceaux, moi, je suis meurtrie aussi. Je vis l'événement comme vous le vivez. J'ai juste l'obligation, le devoir, dans les secondes qui suivent, de me redresser et de faire ce qu'il y a à faire. Mais me redressant et faisant ce que j'ai à faire, je ne perds pas la douleur, la meurtrissure. Je ne la perds pas. Je fais un pacte avec elle. Je lui dis, pousse, une seconde, j'ai à faire. Tu pourras remonter tout à l'heure. Donc dans les premières heures, il faut faire. Il faut faire et puis on pleure après. Et même là, lorsqu'on a pleuré, on sait qu'il faut retrouver ses forces parce qu'il faut donner des forces aux autres. Et qu'il faut être là pour faire ce qu'il y a à faire. Mais on se dit surtout que on ne peut pas être à nouveau devant ça. Donc, on répond dans l'immédiat. Mais comment éviter l'après ? Comment éviter à nouveau ? Et c'est là qu'on n'a pas le droit de dire qu'on ne comprend pas et que c'est juste binaire. Ça n'est pas binaire. C'est long, c'est profond, c'est complexe. Il faut en percevoir les ressorts. Et chercher à comprendre tout cela, chercher à saisir la dynamique, y compris la démence qui conduit à cela, y compris cette démence-là, ça n'est montré aucune empathie avec ceux qui sont saisis de cette démence et qui nous infligent une telle souffrance. Mais, je le dis depuis plusieurs mois, en tant que garde des Sceaux, je voulais gagner la bataille du recrutement. Compris parce que j'ai cherché à comprendre vite la nature de cette monstruosité qui donne des ordres et qui, je le dis dans le livre, ne commande rien mais adoube. Commande rien, c'est pas un centre de commandement. Ça ne dit pas un tel, tu vas faire. Ça dit faites. Faites n'importe quoi et n'importe comment. Et dès que c'est fait, ils viennent dire, oui, c'est nous qui avons donné l'ordre. Donc c'est une victoire de plus pour nous. Donc il n'y a rien à discuter, à débattre, il y a à les asphyxier, à les étrangler, à les neutraliser, à les détruire. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et avec des frappes militaires, et autant que possible en évitant de frapper des civils, avec la destruction des puits de pétrole, parce que c'est une ressource essentielle pour eux, avec l'identification de leurs comptes bancaires et la saisie de ces comptes, avec l'identification de tous les circuits de financement, y compris de microfinancement, et le blocage de ces financements, de tous ces circuits, il faut les asphyxier. Il y a un deuxième étage, ce sont ceux qui recrutent et qui organisent les voyages, qui organisent l'approvisionnement en objets de mort et qui organisent l'exécution des crimes, des attentats. Il n'y a rien à discuter avec eux, mais il y a à comprendre qui ils sont, pourquoi et comment ils agissent. Et puis il y a tous ces jeunes qui ont toute la vie devant eux et qu'on arrive à convaincre qu'ils peuvent voler des vies et détruire la leur. Mais je veux comprendre, et je crois qu'il est indispensable de comprendre pourquoi et comment on arrive à convaincre des jeunes. C'est tellement non naturel, c'est tellement contre nature, c'est tellement irrationnel, c'est tellement absurde, c'est tellement improductif, c'est tellement inhumain qu'il faut comprendre pourquoi c'est possible. Et c'est ce que j'essaie de faire. Comprendre, c'est ça. C'est pas comprendre pour avoir de l'empathie.
Pour ceux qui... Mais d'abord, je ne sais pas, je suis en capacité de comprendre, sauf à introduire des choses, mais qui sont des hypothèses, sauf à dire, mais ils doivent être complètement drogués, parce qu'on ne peut pas à 20 ans se mettre une ceinture d'explosifs, voler la vie de gens qu'on ne connaît pas, qui ne nous ont rien fait, et savoir qu'on va finir soi-même en morceaux. Donc, je peux faire l'hypothèse qu'ils ne sont pas dans leur état normal, mais j'évacue ça parce que ça n'a pas d'importance. Et c'est pour ça que mon obsession, c'est cela, c'était cela, cela le demeure, même si je ne suis plus en fonction, mais je crois de mon devoir de contribuer à la réflexion, de façon à ce que l'action soit efficace. Il faut gagner la bataille du recrutement. Il faut comprendre tous les mécanismes, toute la dynamique en œuvre qui conduit des jeunes sur tous les continents, à constituer une espèce d'armée internationale et infinie, illimitée, et à y perdre la vie. Ce ne sont pas seulement des équipés de destruction, ce sont des équipés de destruction et d'autodestruction. Cette bataille, il nous faut vraiment la gagner, et pour la gagner, il nous faut effectivement comprendre des choses. Comprendre le faisceau de raisons, de motifs psychologiques, affectifs, matériels, objectifs, subjectifs, imaginaires, qui conduisent à convaincre, qui permettent de convaincre ces jeunes de voler la vie et de perdre la leur. Il y a seulement une semaine de cela, dans le New York Times, Obama a dit que son seul regret, en fait son plus grand regret, c'est de ne pas avoir pu bien gérer la Libye. Et à la page, je pense que c'est 29 de votre livre, vous faites cette poésie, c'est très poétique, très, très césarien, parce que c'est une répétition qui se suit, c'est fantastique. Alors, Christiane Taubira nous dit, impossible, voilà, les répétitions commencent par impossible. Alors, impossible que nous soyons étrangers au chaos en Libye. Impossible que les pétromonarchies aient prospéré à notre insu, que la notabilité des régimes autoritaires se soit construite sans notre complaisance, ainsi de suite. Donc la répétition continue, c'est très très beau, et elle finit par nous dire, je retourne en arrière, les analyses de Rachid Benzine sur l'obscurantisme triomphant, sur les illusions de restauration du califat et le rôle de certains États dans la fanatisation des masses, ainsi que celle d'Olivier Roy sur cette deuxième génération, plus en quête de radicalité que de religion, nous fournissent des clés précieuses pour appréhender cette improbable combinaison de croyances lacunaires et de délires militaires. Pourquoi, en fait, c'est un peu rhétorique, mais en même temps, pourquoi pourquoi on est silencieux devant tous ces problèmes-là? D'après vous, qu'est-ce qui se passe? Vous étiez quand même, faisiez partie des personnalités les plus importantes dans ce monde, ministre de la Justice dans un pays comme la France. D'après vous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous condone this? What is the problem? Why are we so silent? What's happening? I don't know what's happening right now. Je dis que nous ne sommes pas innocents. Nous ne sommes pas innocents de l'état du monde. Nous ne sommes pas innocents de l'état du monde. Et nous devons justement regarder, lorsque je parle de dynamique, je parle aussi de dynamique de choix, de politique publique, d'actes,
qui ont produit chaos. Oh, pardon. Pardonnez-moi, merci. Je disais donc que nous ne sommes pas innocents de l'état du monde et que nous devons répondre de certains chaos auxquels nous avons pris part. Il y a des décisions qui ont contribué à des chaos. Et nous recevons en boomerang les effets de ces chaos. Donc il nous faut faire face à tout cela. Et pas y faire face de façon stérile en disant, mais ceux qui ont décidé, par exemple, de bombarder la Libye, est-ce qu'ils ont pris en considération ce qui allait en découler? Parce que si on entre dans cette logique de querelle, on vous répond, est-ce que vous trouviez que Kadhafi, c'était très bien? Donc la question est, comment nous répondons du monde? Et Édouard Glissant nous disait que nous devons répondre du monde. Édouard Glissant disait qu'il n'y a plus aucune région du monde à découvrir. Nous savons tout du monde. Nous connaissons les derniers recoins du monde. Mais il disait par contre, il reste 7 régions du monde que nous devons découvrir ensemble. C'est-à-dire comment nous portons le monde ensemble. Nous répondons du monde. Être responsable, c'est répondre. Nous répondons du monde. Nous ne sommes pas innocents de l'état du monde. C'est-à-dire que nous pouvons identifier très précisément, nous savons que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est directement le résultat du chaos en Irak et du chaos en Libye. Directement. Après, le reste vient de se greffer des tas de choses autour de ça. C'est-à-dire des fantasmes, des considérations, des projections, des tas de choses viennent se greffer autour de ça. Et chacun, à la limite, peut s'inventer une histoire, se faire un récit des raisons pour lesquelles. En tant que garde des Sceaux, j'ai voulu une très grande rigueur pour la plus grande et la plus rapide efficacité. J'ai donc travaillé de façon très, très exigeante et j'ai fait établir des indicateurs particuliers que j'ai fait suivre tous les mois. J'ai lancé des actions de recherche, c'est-à-dire de la recherche et en même temps la mise en œuvre de ce qu'on découvrait à la recherche. Donc on appelle ça de la recherche-action. Donc avec des appels d'offres, avec des partenariats avec des universités, avec des actions conduites par des spécialistes, des experts. Voilà. J'ai voulu des choses extrêmement rigoureuses. Donc de façon à saisir et à comprendre. C'est par exemple, pour que vous voyez, parce qu'on peut observer les choses et juste avec notre bon sens, qui est un capital précieux, mais tellement insuffisant dans tellement de situations, qu'il faut alimenter ce bon sens, en tout cas la compréhension des choses, alimenter d'éléments tangibles qui portent leur vérité, qui portent des informations, qui transportent des informations. Un exemple. En février 2013, nous avons démantelé un réseau terroriste. Nous l'avons démantelé, nous avons arrêté, interpellé une douzaine de personnes. J'ai demandé immédiatement qu'on me remonte les fiches pénales de ces 12 personnes. Il y avait 2 fiches pénales. C'est-à-dire que sur les 12, il y en avait 2 qui avaient eu affaire à la justice. Je me dis, est-ce que c'est incident ou est-ce que c'est un élément stable et éloquent? Le moyen de le savoir, c'est la durée. Donc, je fais élaborer un indicateur et je demande qu'on me le mesure tous les mois. C'est-à-dire qu'on mesure tous les mois le nombre de personnes impliquées dans des actes terroristes et qui ont eu des antécédents carcéraux. Donc, ils sont passés en prison. Je veux essayer de mesurer la part de radicalisation violente qui se fait en prison. Donc, de février 2013 à mon départ, janvier 2016, j'ai fait remonter cet indicateur tous les mois. Sur 3 ans, il est resté autour de 15%. Il y a eu quelques mois où il est tombé à 12%, quelques mois où il est monté à 16%. Sur 3 ans, il est resté à 14-15%. J'alerte depuis début 2013 en disant attention, la radicalisation, dans nos schémas faciles, ça se fait en prison, les prisons sont des passoires, les prisons sont ci, les prisons sont cela. Je dis attention,
le gros de la radicalisation violente se fait dans la société. La plus grande démonstration, hélas, c'est le 13 novembre. 0 passé en prison. Sur les 9 terroristes, il n'y en a pas un qui soit passé en prison. J'ai même pas mon taux de 15% là. J'ai du 0% de radicalisation violente effectuée en prison. Il n'y en a pas un qui y soit passé. Donc il n'y en a pas un parmi eux qui ait pu être radicalisé en prison. Donc je le dis depuis, et j'ai fait vérifier, j'ai interrogé les services de renseignement régulièrement, etc. Je veux dire que soit on reste par exemple sur l'idée qui paraît tellement évidente pour tout le monde que la radicalisation violente se fait en prison. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille sous-estimer ces 15%. Je ne les ai pas sous-estimés. La preuve, c'est que j'ai mis en place un plan de formation très très important pour les personnels, pour la détection, que j'ai renforcé le renseignement pénitentiaire. Lorsque je suis arrivée, il y avait 70 agents au renseignement pénitentiaire. Quand je suis partie, ils étaient 159 et j'avais déjà fait voter en octobre le budget pour qu'ils passent à 185. Je les ai fait spécialiser. J'ai recruté des analystes informaticiens veilleurs. J'ai recruté des traducteurs-interprètes arabophones. J'ai fait mettre en place un logiciel moderne et j'ai mis en place 2 cellules. Une cellule pluridisciplinaire composée d'experts, de spécialistes de l'informatique, d'interprètes, de chercheurs, et une cellule composée de magistrats, de personnel pénitentiaire et également de chercheurs. Donc, pour qu'on observe en permanence et pour qu'on comprenne avec les cultures professionnelles et les savoirs des uns et des autres. Donc, voilà, moi j'ai pris très au sérieux la radicalisation violente en prison. Et j'ai mis en place un dispositif pour détecter, parce que ce qu'on a constaté, le renforcement du renseignement pénitentiaire, nous a permis de constater, par exemple, que ceux qui font de l'endoctrinement avaient changé de stratégie et étaient dans une stratégie de dissimulation, alors qu'auparavant, ils étaient au contraire dans une stratégie ostentatoire. Ils étaient les rois de la prison, ils montraient qu'ils étaient les chefs, qui dominaient les consciences, etc. Donc ils avaient les tenues correspondant à leur magistère, d'une certaine façon. Et compte tenu des mesures que nous avons prises, ils ont changé de stratégie et ils ont choisi la dissimulation. Donc il n'y a plus de djellaba, il n'y a plus de grandes barbes, ils ne font plus de grands prêches, ils font de l'endoctrinement par petits groupes de 2 ou de 3 personnes. Donc le renseignement pénitentiaire renforcé nous a permis de détecter tout cela et nous avons donc mis en place, j'ai lancé cette recherche-action qui permettait de définir ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire de repérer très vite les signes naissants qui nous permettent de détecter une personne qui est en cours de radicalisation. Alors, ceux qui font du prosélytisme, eux, ils font l'objet d'un régime particulier, à l'isolement, avec des contrôles réguliers, avec des transferts d'un établissement à l'autre. Voilà, ils ont un régime particulier. Mais les autres, ceux qui sont exposés à cette radicalisation, qui sont en cours, qui sont dans le processus de radicalisation, ceux-là, ils font l'objet donc d'une détection d'une part et d'une prise en charge différente. Donc voilà un exemple de quelques éléments qui vous permettent de voir comment la radicalisation violente en prison a été prise au sérieux. Il demeure que ça reste 15%. Et ça n'est pas, une société n'est pas en capacité de construire les réponses avec la même efficacité si elle se raconte que la radicalisation violente se fait en prison ou si elle admet que 85% de cette radicalisation se fait dans la société. Elle ne répond pas de la même façon. Donc, cette rigueur me paraît indispensable devant un phénomène pareil, aussi violent d'abord, et ensuite aussi complexe. Il est indispensable de comprendre, de mesurer, de savoir. Donc, c'est par des méthodes de ce genre que l'on peut atteindre, je crois, j'espère, cet objectif que je fixe de gagner la bataille du recrutement. C'est absolument essentiel. Donc, comprendre nous conduit à cela, et il faut comprendre de plus en plus finement. J'ai demandé
à l'administration donc du ministère de la Justice de recueillir auprès, il se trouve que nous avons un parquet, enfin un tribunal, un pôle spécialisé antiterroriste. Donc j'ai mis en place un réseau de magistrats référents antiterroristes sur l'ensemble du territoire, quelque chose que j'ai fait avant les attentats de janvier. Donc dans toutes les juridictions, nous avons un magistrat qui est référent antiterroriste, parce qu'il peut y avoir des procédures, il y a des gens qui viennent de partout sur le territoire, même si c'est le pôle de Paris qui est spécialisé pour traiter des procédures, mais il y a des personnes qui peuvent venir de partout sur le territoire. J'ai demandé à l'administration de collecter auprès de la police et des procureurs et des juges d'instruction les éléments d'interrogatoire. On a un peu de recul maintenant, il y a 300 procédures, donc j'ai fait remonter toute la masse d'informations qui viennent directement, soit des personnes qui sont impliquées dans les actes terroristes, soit des complices, soit de témoins, etc. Donc nous avons une masse de choses qui sont là, qui sont évidemment dans les procédures et que qu'on peut ne pas utiliser du tout, qui sont là, qui font l'objet de collecte d'informations pour instruire le procès, mais qui restent dans les juridictions. Donc j'ai fait remonter toutes ces informations de façon à avoir la masse de matériaux qui nous permet, et ces informations nous les avons, donc j'espère qu'ils vont continuer à les faire remonter et les traiter en temps réel, régulièrement, mais donc moi je les ai fait traiter avant de partir. Donc on a ainsi des informations sur les motivations de départ, sur la préparation des voyages, sur la façon dont les choses se passent sur place, que ce soit en Irak ou en Syrie, sur les motifs de retour. Et c'est tellement disparate que ça révèle la complexité des choses. Par exemple, sur les motifs de départ, vous avez des personnes qui disent que elles ont voulu aller porter secours à la population syrienne qui est massacrée par son président. Vous avez des personnes qui disent qu'elles ont choisi d'aller vivre dans un pays régi par la charia. Vous avez des personnes qui disent qu'elles ont voulu aller mourir en martyr pour se laver de leurs péchés. Il y a donc une diversité de motifs, une diversité de processus. Il y a des départs en famille. Nous avons mis en place un centre d'appel permettant aux familles d'alerter et de signaler quand elles constatent un processus de radicalisation pour qu'on les accompagne, pour qu'on les aide, qu'on prenne des dispositions préventives sur les jeunes notamment qui sont en cours de radicalisation. Nous constatons que il y a quand même des départs qui se font en famille. Il y a par exemple 3 familles, des frères avec leurs épouses et leurs enfants, une dizaine d'enfants, qui décident de partir en famille. Il y a des situations où le fils aîné est parti, le reste de la famille décide d'aller le rejoindre. Il y a des situations où un jeune homme est parti et sa maman s'est convertie et l'a suivi. Voilà, donc le fait de récolter tout, là ce sont des aveux, ce sont mais moi j'utilise comme matériau de traitement pour comprendre ce qui conduit à ce processus-là, de façon à repérer l'influence par exemple de groupes d'amis, l'influence de famille, parce que par exemple pour les jeunes, je fais mettre en place un dispositif sur tout le territoire de détection pour la jeunesse et de protection de la jeunesse. Donc aussi bien les jeunes qui sont en cours de radicalisation que des jeunes qui peuvent être exposés en famille à la radicalisation, avec un réseau de référents laïcité, citoyenneté sur l'ensemble du territoire. Donc ces jeunes-là, on se rend compte qu'ils sont de milieux divers. Complexité donc des motifs de départ, donc influence familiale, influence de groupe d'amis et influence d'Internet. Alors c'est quand même le gros paquet, Internet. Ensuite, la sociologie. Parce qu'évidemment, comme c'est la radicalisation violente qui se réclame du djihadisme, de l'islam, pour tout le monde, de façon évidente, au début en tout cas, c'est une affaire religieuse de radicalisation religieuse.
Sauf que, alors ça aussi, c'est un indicateur que j'ai réclamé. Je l'ai demandé j'ai dû demander la première fois au premier trimestre 2014. Et je l'ai réclamé pratiquement tous les trimestres. Le nombre de convertis. Parce que, observons les statistiques, j'ai dû me rendre compte sur un an, je ne me rappelle plus. Bon, donc, un tilt, bon, il y a un processus de conversion. Voilà. Je crois que dans une procédure, on avait des personnes qui étaient converties depuis peu de temps. Donc du coup, je me suis dit, mais peut-être qu'il faudrait suivre l'évolution du nombre de convertis. 2014, donc quand je demande, le premier taux de convertis est à 11%, il monte quelque temps après à 14%. En janvier 2015, juste après les attentats, j'interviens devant le comité de lutte antiterroriste de l'ONU. J'ai un chiffre de 21% de convertis. Lorsque je suis partie en janvier 2016, j'étais à 52%. On ne raisonne pas et on n'agit pas de la même façon si on est face à un processus de radicalisation de musulmans qui, à un moment, basculent dans une religion qu'ils pratiquent depuis leur naissance et si on est avec la moitié des personnes impliquées qui soit viennent d'autres religions, catholiques, protestants, juifs, athées, donc soit viennent d'autres religions, soit n'ont pas de religion, se convertissent et le basculement est très rapide. C'est-à-dire que c'est en quelques mois, en moyenne en 3 mois après la conversion qu'il y a le basculement dans l'acte terroriste. Donc ça aussi, ce sont des choses à comprendre, à mesurer et à suivre, parce qu'on ne répond pas de la même façon. Y compris lorsqu'on interpelle les responsables de la religion musulmane, en leur disant, mais faites un travail de clarification. Alors, je dis bien les responsables de la religion musulmane, parce que j'estime que personne n'a le droit d'interpeller une musulmane ou un musulman. On n'a pas le droit de demander à une musulmane ou un musulman de rendre compte du fait que des gens massacrent au nom de l'islam. Par contre, ceux qui ont une fonction d'enseignement, je ne dirais pas d'endoctrinement pour les concernés, eux, mais qui ont une fonction, en tout cas d'entraînement, d'imprégnation, etc., ceux-là, on doit leur dire qu'ils doivent prendre leur part dans la clarification des principes de l'islam. Et dire, d'ailleurs, il y a une pétition, vous le savez, qui a été diffusée l'année dernière, qui a été co-signée par une 60aine de savants religieux, et qui disent que rien dans l'islam ne justifie ni les attentats, ni les décapitations, ni les humiliations, ni cette terreur de masse. Rien dans l'islam, ni dans ses préceptes, ni dans l'enseignement du prophète, ni dans ceux du premier calife, ni, dans aucun texte. Bon. Donc, il faut que ce travail soit fait, parce que ceux qui endoctrinent savent qu'ils endoctrinent et manipulent, instrumentalisent. Mais ceux qui sont endoctrinés, il faut qu'ils puissent disposer d'informations, en tout cas d'éléments qui leur permettent de se rendre compte que ce qui leur est enseigné, ce dont on veut les convaincre, n'est pas fondé. Donc c'est juste pour dire la complexité du phénomène. Il est protéiforme à tous les niveaux. Il est complexe et protéiforme, il est complexe et disparate au niveau des motivations. Il l'est au niveau des profils. Il est au niveau de la sociologie. Il y a la plupart, je parle justement des profils types, des lieux types, etc. On a pensé même que c'était essentiellement des jeunes qui venaient des milieux populaires et des quartiers notamment. Il en vient de résidences pavillonnaires. Il en vient de la classe moyenne. Il en vient de grandes agglomérations. Il en vient de communes rurales. Donc le phénomène est complexe, il est protéiforme. Il faut donc que les réponses, et notamment que les méthodes de prévention, tiennent compte de cette grande disparité, sinon elles ne seront pas efficaces. Vous parlez dans le livre de à peu près 52% des Français qui n'étaient pas des binationaux, qui étaient pour la déchéance de la nationalité, je pense. Et moi, je comprendrais ça beaucoup
plus facilement avec l'Amérique quand Donald Trump dit on va construire un mur. On va pas laisser les musulmans rentrer. Mais comment en France on peut comprendre ça? Alors moi, les 52%, je parle de convertis. Pour l'échange de nationalité, c'est autre chose. Et même sur les 52%, ce que je peux vous dire en plus, c'est 52% des chiffres qu'on a. Mais qui appelle le centre d'assistance? Ça aussi, c'est un élément important. Et ça fait le lien avec la question de la déchéance de nationalité. Sociologiquement, les personnes qui appellent le centre d'assistance que nous avons mis en place en avril 2014, ce sont des personnes de la classe moyenne. C'est-à-dire des personnes, majoritairement en tout cas, des personnes qui repèrent des signaux de radicalisation et qui, culturellement, sont en mesure de prendre un téléphone pour appeler les services de l'État, et c'est quand même un centre tenu par la police, pour appeler pour dire « mon enfant ». Ça n'est pas anodin, ça. Il y a des familles qui n'appelleront jamais. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en détresse. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas angoissées par ce qu'elles constatent sous les yeux, mais qui sont dans un rapport avec les institutions tel que il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles prennent leur téléphone pour dire « mon enfant ». Avec la déchéance de la nationalité, ces familles qui sont éloignées des institutions, ce sont ces familles-là aussi qui sont proportionnellement les plus susceptibles d'avoir des enfants binationaux. C'est-à-dire qu'il y a là un risque supplémentaire sur les enfants, parce que les familles qui appellent, elles disent au secours, je suis en train de constater que mon fils ou ma fille, en général fils, bon, mais il y a quand même 33% de femmes, quand même, s'enferme, ne parle plus à personne, prie toute la journée, ne mange plus, etc. Donc il y a des signes qui font que les parents s'inquiètent. Ils appellent au secours. Ils appellent au secours pour qu'on les aide. C'est pas un confessionnal. Ils appellent pour qu'on les aide. Ils savent que parmi l'aide, ça peut être la saisie du passeport pour empêcher le départ. Ça peut être un certain nombre de mesures, y compris coercitives. Donc ils le savent. Mais ils savent bien que ça, c'est justement pour rattraper leur enfant. Et autant que possible, le sauver. Et sauver des vies humaines. Donc les familles qui sont institutionnellement éloignées vont pas appeler appellent pas au secours. Vont appeler au secours une amie, un parent, peut-être un voisin, pas sûr. Va appeler au secours des personnes qui peut-être sont aussi démunies qu'elles-mêmes, mais ne vont pas appeler la police au secours, ça se conçoit. Donc ça veut dire que on a quand même une poche sociologique là. On a des éléments dont nous savons qu'ils existent dans la société, mais que nous n'avons pas encore réussi à faire remonter assez en amont, parce que justement, il n'y a pas ce critère de confiance qui peut conduire les familles désemparées, ces familles désemparées-là, à se dire, je prends mon téléphone, j'appelle la police, et je dis à la police, attention, mon fils est en train de se radicaliser, ou est peut-être en train de se radicaliser. Parce que la maman qui va faire ça, ou le papa qui va faire ça, met dans l'autre plateau de la balance, quel risque je fais courir à mon fils? Quel risque je fais courir à ses frères et sœurs? Donc ça n'est pas un élément anodin. Jusqu'à aujourd'hui, avec Obama président, les Noirs américains n'ont toujours pas confiance en l'État, à la République. Et donc, ça va être très difficile pour un Noir américain de dénoncer son enfant, son ami, ou même un autre Noir. Est-ce qu'on peut prendre le même exemple en France aussi? La question de la confiance dans les institutions est une question universelle. Ou bien on a des régimes dictatoriaux, c'est-à-dire on a un gouvernement qui opprime. Là, on sait que le plus grand danger il vient du gouvernement, donc on se protège plutôt
du gouvernement, et puis on essaie de vivre dans la société, ou alors on a ce qu'on appelle nos démocraties, république ou pas république, système centralisé ou système fédéral, enfin bon, des démocraties, c'est-à-dire des États de droit avec un système juridique et institutionnel et des valeurs explicites, clairement énoncées. Pour la République, c'est la même chose, c'est-à-dire que la confiance se construit. Elle se construit. On ne peut pas juste brandir la République, la République, la République, ce qu'on a peut-être un peu tendance à faire depuis quelques années, ici. Enjoindre, sommer chacun de convenir des valeurs de la République et de chanter la République. Mais lorsque la République n'est pas présente au quotidien, lorsqu'elle ne tient pas ses promesses, comment demander qu'on chante la République et qu'on défende la République? Donc, moi, je crois que je le dis, si je ne le dis pas dans ce livre, je le dis ailleurs, je dis que la République ne peut pas être sereine. Tant qu'il y a des injustices, tant qu'il y a des inégalités, les promesses de la République ne sont pas accomplies. Alors, il ne faut pas sous-estimer ce qui est fait, il ne faut pas sous-estimer ce qui existe. Mais il ne faut pas détourner le regard du fait qu'il y a des territoires, qu'il y a des catégories sociales, qu'il y a des personnes, des individus qui ne constatent pas dans leur quotidien l'accomplissement des promesses de la République, qui savent en clair que l'égalité, c'est du pipeau. Or, l'égalité est une très belle ambition. C'est une ambition extrêmement moderne. Et tellement moderne que ce sera la grande ambition du XXIe siècle. C'est-à-dire que plus nous savons, plus nous voyons, plus nous connaissons, plus nous comprenons l'importance de l'égalité. Plus nous saisissons bien qu'il est essentiel que chacune, chacun ait toutes ses chances. Et que ça se fait par l'accès au savoir, à l'éducation, aux connaissances, par la suppression des discriminations, que chacun puisse suivre son chemin, définir sa destinée personnelle et suivre son chemin. Donc, la question de la confiance dans les institutions, en tout cas dans des États de droit, c'est une question majeure et c'est une question permanente. Donc, la République, aujourd'hui, pour qu'elle soit crédible, il faut que les responsables politiques soient en capacité de dire « Nous savons qu'il y a des insuffisances, mais nous maintenons l'ambition d'égalité. Et nous travaillons de cette façon-là pour atteindre cette ambition. » C'est-à-dire, quelle politique publique nous menons pour rendre l'éducation accessible à tous et dans de bonnes conditions, hein, pas simplement l'école primaire et puis on laisse se faire les sélections aveugles par la suite. Qu'est-ce qu'on fait pour assurer l'accès aux droits? Qu'est-ce qu'on fait pour assurer l'accès aux soins? Qu'est-ce qu'on fait pour assurer l'égalité en matière de mobilité? Lorsque vous ne pouvez même pas quitter un territoire, parce que les services publics sont insuffisants, parce que c'est très compliqué, les transports, ça vous prend beaucoup de temps, parce qu'à une certaine heure, il n'y en a plus, etc. Mais c'est un facteur d'inégalité. Un facteur d'inégalité. Donc, les responsables politiques doivent d'abord avoir conscience qu'il reste à accomplir sur les promesses de la République et dire comment nous œuvrons pour accomplir ces promesses-là. Et non pas simplement proclamer la République, la République, la République et ses valeurs. Parce que lorsque on affiche avec une telle détermination, et il faut le faire, les valeurs de la République, si on n'admet pas que ces valeurs-là ne sont pas une réalité partout, tout le temps, on crée beaucoup plus de frustration. Alors que si on est dans l'effort collectif pour accomplir, on peut entraîner. C'est-à-dire qu'on dit, on sait qu'il y a des endroits, voilà, qu'il y a des parties du territoire où il faut mettre du lien, qu'il y a des efforts particuliers à faire sur certaines catégories de personnes parce que très tôt dans leur vie, elles sont confrontées à une accumulation de facteurs défavorables, de discrimination, de mécanismes d'exclusion, etc. Si on le dit, on mobilise, y compris les personnes qui subissent cela, qui sont victimes de cela. On les mobilise parce que nous sommes ensemble dans l'effort de faire de rendre la République une réalité pour tous.
dans la vie ordinaire de chacun. Mais si on vient par-dessus la tête des gens qui subissent les exclusions, leur dire de toute façon la République est parfaite et puis c'est comme ça, et puis on est dans un monde idéal, on nourrit des frustrations. Et moi, mon souci, c'est quand même plutôt justement d'arriver à mobiliser les énergies. Parce que je trouve que le livre, c'est un livre de combat, de plaidoirie, de poésie, mais aussi de musique. Ça, c'est dans tous les livres de Christiane. Elle cite tous les musiciens de ma génération, en tout cas, et je suis très content de savoir ça. Si ce n'est pas Nina Simone, c'est Jacques Brel, et là, c'est adorable. Jusqu'aux Beatles. Donc, il n'y a pas de vulgaire dans cette musique. Marvin Gaye est toujours là. Mais je voulais juste lire un petit passage sur la République pour plus ou moins compléter ce que vous venez de dire. Vous dites que la République, elle est bien oublieuse des promesses de sa devise, distraite par ses habits neufs et sublimes qui la font planer au-dessus des violences économiques, des antagonismes sociaux, des différents politiques, des opacités culturelles. Elle est devenue moins habile à inclure, plus agile à égarer. Elle a perdu du lustre que lui assurait l'ascenseur social. Elle n'enfièvre plus guère les rêves, n'attise plus les espérances avouées ou secrètes. Et j'ai beaucoup aimé ce passage parce que moi, je suis malien aussi. Je suis américain, je suis malien. Et moi, je pense que le plus grand don que Sarkozy nous demandait de parler du don de la République, de la colonisation, si vous vous souvenez bien. Et je pense que le plus grand don dont parle Césaire beaucoup, et Fanon aussi, ça aurait été la République à tous ces pays africains. Mais Césaire et Fanon, en utilisant Malinowski, on dit que ces dons étaient limited gift. C'était un tout petit, un geste, un don assez limité. On vous donne un petit truc ici, et ça nous a beaucoup plus compliqué la vie que résoudre nos problèmes. Et comment on peut créer des institutions, non seulement en France, mais aussi dans des pays africains qui protègent et émancipent l'individu. Parce que c'est notre plus grand combat. Les gens parlent de culture africaine, de société africaine, mais les institutions ne nous protègent pas, ne nous émancipent pas en tant qu'individus. Et ça, je sais que c'est une question large, mais s'il faut la poser à quelqu'un, c'est vraiment vous. Donc, mais les institutions ne protègent pas lorsqu'elles ne se donnent pas pour mission de protéger. Exactement. Il y a des pays où les institutions sont des institutions d'oppression. Dans des apparences de démocratie, dans des apparences d'état de droit, on a des institutions d'oppression. Il y a des systèmes... À un moment, vous l'avez même appliqué ça à certains politiciens en France qui utilisaient la République pour exclure les autres. Oui, lorsque je dis par exemple que la République, elle parade, je ne sais pas si je l'écris exactement comme ça, elle parade dans des habits neufs et sublimes qui la placent au-dessus de tout. Donc des antagonismes sociaux, des inégalités économiques. La République, je veux dire qu'il faut qu'elle soit charnelle. Il faut que nous la vivions. Et la vie, elle est faite de désaccords, de conflits d'intérêts, d'antagonismes. Il y a des catégories sociales, il y a des inégalités, il y a tout ça dans la vie. La République est sérieuse si elle est en capacité de se placer au-dessus de tout ça pour dire, indépendamment de tout ça, c'est-à-dire de ce que nous sommes, très très divers, nos apparences, nos croyances, nos non-croyances, voilà, tout ce que nous sommes de particulier, avec les appartenances singulières que nous avons, les affiliations que nous donnons, mais il y a une affiliation supérieure possible. Donc nous sommes très différents, etc. Ça, c'est pour les individus, les personnes. Mais il y a des groupes dans la société. Il y a des groupes et des groupes d'intérêts. Il y a des groupes de pression. Il y a donc des conflits d'intérêts. La République ne veut pas les ignorer.
Elle doit arriver à rendre tout ça conciliable, elle doit les dissoudre, et quand c'est nécessaire, elle doit être celle qui met de la justice entre les uns et les autres. C'est pour ça que je dis que la République, elle ne peut pas continuer à planer. Quand elle plane, là, elle oublie ses promesses, parce qu'elle ne peut pas réaliser ses promesses si elle ignore les inégalités sociales, si elle ignore les antagonismes économiques. La République ne peut pas être neutre sur le fait qu'il y a des gens qui considèrent que leur argent est à eux, quand ils en ont beaucoup. Hein. C'est normal que celui qu'on gagne, il soit à nous. C'est normal. Mais il y en a qui en ont beaucoup, voilà, qui le tiennent du travail des autres, qui le tiennent de gros héritages, qui le tiennent de... Bon, voilà, alors moi, je ne vais pas reprendre Marx ici. Bon, tiens, tu parlais de génération, etc. Moi, il y a à peine 2 ou 3 personnes dans la salle qui peut-être ont rêvé de Marx et de l'accumulation du capital, ou de Proudhon, la propriété, c'est le vol. Je ne vais pas reprendre tout ça, mais... le fait est qu'il y a des personnes qui pensent que, voilà, ils ont plein d'argent, même s'ils ont 15 vies, ils ne pourront pas tout dépenser, mais que ça doit rester quand même à eux. Et puis, il y a des personnes qui, par des hasards de naissance, n'ont rien, et donc ne peuvent pas avoir éventuellement accès à l'éducation, à une bonne formation, etc. Mais il y a des gens qui pensent que c'est normal comme ça, que ceux qui ont beaucoup, doivent continuer à garder leur beaucoup, si possible traverser dans un pays où ils ne paieront pas d'impôts, mais en même temps utiliser le service public, utiliser en tout cas, et notamment au moins les infrastructures, parce qu'on ne va pas les voir dans les métros, donc le service public, ce n'est pas leur affaire, mais les infrastructures, ne serait-ce que la route qu'ils prennent avec leurs grosses voitures pour emmener leurs enfants dans des écoles privées, c'est quand même des routes financées par l'argent de tous. Bon. Donc vous avez des gens comme ça, et puis vous avez des gens qui pensent que le progrès, l'émancipation individuelle est conditionnée par la capacité de redistribution dans la société. Et que la fonction de redistribution, c'est la politique fiscale. Et qu'il faut une politique fiscale. Il faut qu'elle soit juste, mais il faut une politique fiscale. Donc, la République ne peut pas faire comme si on est un endroit où il n'y a pas ces 2 machins inconciliables, ces 2 conceptions inconciliables. Donc, la République doit trancher. Toutes les républiques ne sont pas forcément démocratiques, hein. Une république démocratique, et en plus une république égalitaire, est une république qui se préoccupe d'une politique de prélèvement et de redistribution. Il faut qu'elle soit juste, il ne faut pas qu'elle soit contre-productive, parce qu'il ne s'agit pas, moi, les gens ont le droit d'être très riches, et puis il y a des très riches qui aiment les arts, qui deviennent des mécènes, qui permettent à des artistes de vivre. Bon, voilà, donc c'est pas... je ne fais pas d'essentialisme, je n'en fais sur personne, je ne vais pas en faire sur les riches en tant que tels. Mais je veux dire que la réalité, c'est que dans une société, dans toute société, il y a des inégalités objectives, et qu'une société démocratique qui se donne l'ambition à la fois de l'égalité et de l'émancipation de l'individu, elle doit s'en donner les moyens. Et les moyens, c'est ça, c'est la participation, de chacun selon ses capacités. Bon. Donc voilà, la République, c'est ça, c'est extrêmement vivant, c'est extrêmement vibrant, c'est très attentif, c'est très inquiet. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois la République. Et c'est comme ça que je souhaite qu'on mette en place des institutions républicaines. Maintenant, il faut se battre, pardon, mais il faut se battre, c'est tout. Il y a des pays où il y a soi-disant des républiques, soi-disant des États, mais il n'y a pas de liberté individuelle, il n'y a pas de liberté de la presse. Voilà, il y a toute une série de droits essentiels, fondamentaux, qui ne sont pas respectés et qui ont quand même la façade de république, d'État, et puis on les traite comme des amis, et on leur dit qu'ils sont bien et beaux, on les reçoit bien. Voilà, on oublie de soutenir leurs opposants, on se dispense de donner un coup de main aux démocrates qui se battent chez eux, et puis un jour, ça nous revient en pleine figure. On revient en pleine figure. Christiane, tu as fait une éloge et un discours sur la République. La seule chose que je te demanderais, c'est de continuer, et peut-être que on va avoir besoin de toi. Je crois que tu es faite pour ça. Donc, il reste voilà, on a besoin de toi. Arrive, viens vite. Et
suis faite pour ça, je suis faite pour tous les coups que je prends sans arrêt, là. Oui, mais en même temps, quelle espérance quand on t'entend, quand on te voit, Merci. Merci beaucoup de continuer à nous inspirer. Une petite question. Je poursuis l'interrogation sur la République, qui effectivement se vit comme parfaite. Est-ce qu'on peut revenir 2 secondes sur ce qui est accepté dans d'autres endroits? Je parle à l'Américain qui, effectivement, assume que cette République, we want to go where more perfect union. C'est carrément, la traduction française serait tabou. Que peut-on imaginer de la réponse qui serait faite à un homme politique, et nous partageons quelques passions ensemble, qui reconnaîtrait que notre République est imparfaite, et qui dirait qu'elle est encore plus incompréhensible parce qu'elle veut tout faire, et qu'au final, elle n'est pas en capacité de discerner. Donc ma question, elle est, pour recréer cette confiance, de quoi faut-il qu'elle s'arme et qu'est-ce qu'elle est prête à céder aujourd'hui pour mieux être elle-même quelque part? D'abord, moi, je crois qu'il faut admettre 2 choses. En tout cas, moi, j'en suis absolument convaincue. C'est que la perfection n'est pas du domaine de l'humain. Donc, il faudra constamment... La perfectibilité est un objectif, mais la perfection ne me paraît pas... Enfin, c'est un horizon. Donc, plus on avance, plus ça recule. Donc, il faut admettre ça. C'est-à-dire qu'il y a, pour chaque génération, de la matière. Il y a à faire, il y a à améliorer à chaque génération. Et le discours, parce que je suppose que vous faisiez référence au discours d'Obama en 2008, lorsqu'il reprenait « We the people » et qu'il reprenait les premiers mots de la Constitution et qu'il rappelait tout le travail des pères fondateurs. Mais il a fait, c'est un discours qu'il a fait, c'est le discours du 8 mars 2008 qui a cette caractéristique, c'est qu'il répond à une campagne déchaînée, raciste et confessionnelle, où on le met en cause en tant qu'Africain-Américain et où on... Alors, d'un côté on dit qu'il est musulman, d'un autre côté on le rend responsable des propos de son pasteur chrétien ou protestant, enfin je ne sais plus. D'accord. Bon. Et il fait ce magnifique discours le 8 mars 2008. Mais justement, il faut voir la structure, d'une part la structure du discours et la chute du discours. Je crois qu'il est bon de s'y intéresser. C'est un discours absolument splendide, si vous avez le temps de le lire. Vous l'avez peut-être écouté d'ailleurs en 2008. Moi, je trouvais absolument magnifique ce discours à l'écoute. Et je le relis après. Dans la structure. Donc, il explique qu'en fait, au moment d'abord de la déclaration d'indépendance et de la rédaction de la Constitution, la question de l'esclavage est posée. Sauf que les pères fondateurs se retrouvent dans l'incapacité de résoudre la question. Donc, ils en discutent pendant des semaines et finissent par trancher à demi. Ils n'abolissent pas l'esclavage, mais en même temps... la question est là, elle est mise en suspens, ce sera traité, etc. Et pourtant, ça commence par « We, the people ». « We, the people ». Mais les Native Americans, les Amérindiens, ne sont pas concernés. Alors, ils sont traités de « merciless savages » à cette époque-là. Et les esclaves, enfin les Noirs, qui sont esclaves encore, sont pas considérés, ils restent la propriété de leur maître. Et Obama explique comment la chose est là, elle est quand même plantée, et que cette très belle constitution est, moi je me souviens de la formule qu'il utilise, il dit « ultimately unfinished ». Je trouve que c'est une formule très, très lyrique, « ultimately unfinished ». Donc, elle est inachevée, définitivement inachevée, mais en même temps, voilà, juste... c'est sûr qu'elle est inachevée, mais en même temps, elle a posé les bases, etc. Et à la fin de ce discours, il explique comment, dans le cadre de la campagne, des personnes ont été amenées à dire pourquoi elles étaient là. Et je vais très très vite, je résume. Donc chacun dit les motifs qui l'a conduit à se mobiliser dans cette campagne-là. Il y a une jeune femme qui explique que
En fait, il y a longtemps qu'elle veut se battre parce que gamine, elle a souffert de la faim. C'est une jeune américaine blanche qu'elle a souffert de la faim, que sa maman était pauvre et que voilà, elle a décidé de dire à sa maman qu'elle n'aimait que le pain à la moutarde parce que ça permettait de faire des économies, parce que ça allégeait le budget, ce qui permettait à sa maman de se soigner, etc. Elle explique que donc elle a compris qu'il fallait se battre pour la justice dans la société. Et complètement à la fin, il y a un vieil homme qui est un Africain-américain et qui dit, à la réponse pourquoi il s'est engagé dans la campagne, il dit est-ce que c'est due to Ashley, for Ashley? Cette jeune femme s'appelle Ashley. Because of, voilà. I'm here because of Ashley. I'm here because of Ashley. C'est-à-dire qu'il y a un tour de table absolument fabuleux, magique. S'il a inventé, c'est parfait. S'il n'a pas inventé, c'est encore plus parfait. Un tour de table donc, qui s'achève sur un vieil Africain-américain qui dit qu'il est dans la campagne pour éviter des situations comme celle de cette jeune fille blanche. Bon. Et Obama explique comment justement on est constamment face à ces situations d'imperfection sur lesquelles il nous faut travailler, pour lesquelles il nous faut avancer. Donc nous, notre responsabilité, c'est quelles sont nos imperfections. La République, je répète, ça n'est pas un être en soi. Et la République est ce que nous en faisons. Donc, aucun homme politique ne peut raisonnablement venir dire que la République est parfaite. Mais il y en a qui le laissent entendre effectivement à travers leurs propos. Mais ça n'est juste pas raisonnable, ni même responsable de prétendre. Moi, je ne connais aucune société au monde qui soit parfaite. Ni aujourd'hui, ni dans les temps passés, je peux prendre des paris sur l'avenir. Par contre, on peut se fixer des ambitions, se fixer des objectifs et y travailler. Donc, avoir des politiques publiques qui soient au service de ces objectifs-là. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais ça nous concerne tous. La République est ce que nous en faisons. Pourquoi aujourd'hui la République est devenue de plus en plus désincarnée, une espèce de chose parfaite, évanescente, qui n'a aucun défaut, aucune aspérité, etc. C'est parce que, voilà, on n'est pas là, présent, à dire constamment, mais on tient la République, c'est un bien commun, c'est un bien commun. C'est ce que nous avons de plus précieux. Et cette République qui a pour devise la liberté, l'égalité et la fraternité, nous voulons la rendre réelle. Et donc nous battre pour ça. Et ça aurait évité les confiscations, parce qu'il y a des gens qui ont confisqué la République, qui décident que, voilà, quelle que soit la situation, vous dites c'est ça la République. Et les valeurs républicaines, c'est comme ça et pas autrement. C'est à nous de dire, non, excuse-moi, toi là, mais la République, c'est à moi aussi. Et moi, tel que je le vois là, ça ne peut pas marcher comme ça. Voilà. Donc, comment on s'engage ? La seule réponse possible, c'est comment on s'engage dans la société. Chacun d'entre nous, à son niveau, selon ses choix, ses préférences, ses affinités, ses sympathies, comment on s'engage ? Dans l'humanitaire, dans ses associations, dans un syndicat, en politique, comment on s'engage ? Parce que personne ne fait notre vie, sauf si nous avons décidé de subir notre vie. Et de toute façon, si nous la subissons, nous sommes complices. Donc c'est nous qui faisons notre vie. Donc si nous la faisons avec indifférence, elle ressemble... Mais si nous la faisons nous-mêmes, nous pouvons la faire belle. Justement, moi, c'est la question que je voulais vous poser, c'est vous murmurez, et moi, j'ai vraiment envie de crier, en fait. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait ? On passe des nuits à la verticale, on rêve plus, on a l'impression qu'il y a une chape de plomb au-dessus de nos têtes, enfin, une espèce de couvercle qu'on n'arrive même pas à ébranler avec le nombre de jeunes qu'on est en ce moment dans les rues. Et j'ai l'impression que même la République elle-même ne croit pas à ces valeurs qu'elle essaye de nous imposer. C'est comme un écran de fumée. Mais quand je vois qu'il y a des représentants de mon pays qui vont serrer la main du président Idriss Déby du Tchad, qui a gagné les élections faussement en enfermant ses opposants et en tuant des militaires qui n'ont pas voté pour lui, enfin, c'est très grave. Et je vois que là il y a, je ne sais pas si c'est le ministre des Affaires étrangères ou un autre ministre français qui est... Pardon, je suis émue.
qui est allé lui serrer la main et le féliciter pour ses élections. C'est que moi, je vois ça, je me dis, mais c'est impossible d'aller toucher ça. Qu'est-ce que je fais? J'achète pas mon pétrole chez Total, ok. J'achète pas d'iPhone pour pas participer au pillage des mines au Congo, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Le changement individuel, il est beaucoup plus facile que le changement de système, mais voilà, moi, je suis un peu... Pour l'instant, j'ai les bras un peu qui me tombent, quoi. Faut pas qu'ils tombent les bras. On peut faire des choses à l'échelle individuelle, mais on peut faire des choix individuels qui deviennent des actions collectives. Lorsque je parle d'engagement, alors, aucun combat n'a jamais été simple, aucun combat n'a jamais abouti en 24 heures. D'abord, il faut formuler les termes du combat, il faut dire pourquoi on se bat, il faut dire ce qu'on veut. Ça n'est pas encore clair dans la société. Vous savez que je regarde avec une très grande affection, une très grande tendresse le mouvement collectif Nuit debout. Mais il faut qu'il aboutisse à quelque chose. Et d'ailleurs, je pense, moi, que même s'il n'aboutit à rien du tout, ça n'est pas dramatique. Parce que de toute façon, c'est une expérience vécue collectivement. Et les personnes qui auront vécu cette expérience-là, de toute façon, auront été transformées d'une certaine façon, auront acquis quelque chose qui servira à celles et ceux qui décideront, par exemple, de s'engager dans un parti politique, celles et ceux qui vont décider de mener d'autres combats, celles et ceux qui vont décider de partir parce qu'elles estiment que leur désir de solidarité va mieux s'exprimer ailleurs, dans un autre endroit, etc. Il y a un acquis qui aura été fait là. Donc, de toute façon, même si ce mouvement n'aboutissait pas, moi, je pense que c'est une belle expérience. Bon. Maintenant, l'idéal, c'est quand même qu'il aboutisse à quelque chose. Mais ce sont ceux qui le conduisent, en tout cas ceux qui le vivent, qui doivent choisir la nature et l'intensité de son aboutissement. Mais les combats, c'est le propre des combats, c'est qu'ils sont longs, ils sont parfois déprimants, ils sont difficiles. Mais la première chose, c'est de savoir ce qu'on veut. Savoir ce qu'on veut, pas seulement ce qu'on ne veut pas, mais aussi ce qu'on veut. Et nous sommes dans un état de droit, dans une démocratie, il y a de l'espace, et c'est même un droit constitutionnel. Il y a de l'espace pour protester, pour contester, pour être actif dans le destin commun. Donc voilà, c'est ce que... Faut pas que les bras vous en tombent parce que au bout de quelques semaines, ne voyez pas de miracle. Moi, je continue à penser que dans une démocratie, les partis politiques sont les premières structures. Je constate malheureusement l'état de déliquescence des partis politiques. Et je constate qu'effectivement, ce ne sont plus des espaces attractifs, ce ne sont plus des lieux où les citoyens perçoivent de près ou de loin que là, je vais retrouver d'autres, on va penser ensemble, on va réfléchir ensemble, on va se battre ensemble, on va conquérir des choses ensemble. C'est vrai, aucun parti politique aujourd'hui n'a cette façade-là. Donc, et on se doute bien que la façade, elle est plus belle que l'intérieur. Mais aucun n'a ça, aucun, y compris le soi-disant parti qui arrive à beaucoup attirer, il attire sur du négatif. Il n'attire pas parce qu'il montre à quel point il fait bouillonner la démocratie, comment il malaxe les idées, comment il permet la créativité collective, comment il permet à chacun de se réaliser, de se sentir, de s'épanouir en tant qu'individu, mais en même temps d'être partie d'une grande aventure commune. C'est pas ça, hein. C'est qu'il malaxe de la colère, de la rage, de la rancœur, du repli sur soi, de la détestation, un amour pour le malheur, c'est un rejet des autres. C'est ça qui fait qu'il attire. Il attire sur des passions tristes. Et malheureusement, les autres partis politiques sont en mauvais état, mais je continue à penser que dans une démocratie, les partis politiques sont des instances fondamentales de mobilisation des citoyens. Parce que je peux dire dans un cas comme ça, on constate que c'est pas bon. On constate que c'est pas bon, on dit il y a qu'à laisser crever. On peut dire ça. Mais quand moi je dis que je continue à penser que ce sont des structures fondamentales dans une démocratie, le choix ça n'est plus on les regarde crever, mais c'est notre affaire que les structures fondamentales fonctionnent bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Prenez-les d'assaut.
Prenez-les d'assaut. Dernière question. T'as qu'à en créer un ? Une dernière petite question. J'aurais voulu vous entendre quelques mots sur une figure emblématique hexagonale, Jeanne d'Arc. Oui, je crois. Répétez la question. Non, il veut m'entendre sur Jeanne d'Arc. Oui. Vous avez vu la réaction que vous suscitez, monsieur? C'était hier. Non, franchement, c'est pas... moi, ce que je veux dire... bon, Jeanne d'Arc est une figure, moi j'ai appris à l'école, je n'en sais pas tellement plus. Il faudrait que je me renseigne un peu plus, mais je veux dire que c'est une figure... Alors, j'en sais un peu plus que ce que j'ai appris à l'école primaire, de lecture un peu de hasard. Je n'ai pas cherché à creuser le personnage. Bon, je sais évidemment toute l'ambiance de guerre, l'affrontement entre les Français et les Anglais. Enfin, je sais aussi les découpages de royaumes, les frontières, les arbitrages par le Vatican. Bon, ce sont des choses que je sais que je comprends, mais moi, typiquement, je pense qu'il y a là justement ça fait partie de toute la panoplie de diversion. Voilà, donc il y a quelqu'un qui traverse une ligne pour des raisons qui lui appartiennent. Ça devient un sujet national. Bon. Moi, je me réserve de m'affranchir de ces sujets nationaux-là. Je ne considère pas qu'aujourd'hui, le sujet qui nous préoccupe, c'est de savoir si Jeanne d'Arc appartient à l'extrême droite, aux Républicains, ou à un ministre de gauche qui va chez les Républicains pour parler d'extrême droite. J'ai perdu mon GPS entre-temps. Moi, je pense que c'est une figure intéressante, Jeanne d'Arc, en tant que telle. Mais enfin, excusez-moi, aujourd'hui, si j'ai envie de mobiliser les esprits, les énergies, les ferveurs, ouais, franchement. Enfin, bon, moi, je vais chercher Louise Michel à la rigueur. Enfin, je veux dire que, je vais... voilà, je peux même me trouver plus près de nous encore, mais voilà. Donc, j'ai bien perçu votre malice, monsieur. Merci, Christiane Taubira. Merci à vous, vraiment.